Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 12 dans l'Extreme Peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement en recherche de vente. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Manifestement, les cryptos ont décidé de prendre un sens qui est rouge, hélas, mais c'est le sens qui est pris, donc nous allons faire un petit point sur les différents actifs par rapport à la vidéo de lundi. Alors, commençons donc par le Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, le Bitcoin, il baisse et il nous a donné un signal vendeur puisqu'il a cassé les 30 128, c'est-à-dire le niveau de Kijun. Quand on casse la Kijun, c'est un niveau soit d'achat, soit de vente, suivant le sens. Là, en l'occurrence, c'est un signal vendeur. Alors, on a quand même un support ici qui pourrait freiner un petit peu les choses à 28 930, qui correspond à ce plat qui est ici. Vous voyez que la lagging span, elle valide, elle passe à travers les prix, et elle, son support se situe à 27 727. Les prix ont un support ici à 28 089, donc on va dire que tant que cette ligne noire fait support, il n'y a pas gros danger. Par contre, si on venait à la casser, à ce moment-là, il faudra envisager d'aller chercher le dernier point bas qui est ici. Alors, pour la droite de support ici, je n'ai pas pris ce point bas extrême parce que justement, c'était quelque chose d'extrême. J'ai choisi de prendre quelque chose de plus aligné, de telle sorte que si on casse effectivement ce niveau-là, ça voudra dire qu'on pourra aller chercher le point bas ici à 25 400. Et puis après, on a les 100% à 22 900, mais on n'y est pas encore. S'il y avait une accélération ce week-end, c'est ce qu'il faudrait viser, le dernier point, à condition de casser cette droite. Donc, pour le moment, c'est baissier. On a bien un signal vendeur à valider par la cassure des 28 930 et ensuite, ça sera la droite de tendance. Donc, oui, hélas, c'est a priori, la partie n'est pas finie. Ça vend énormément sur les indices. Il semblerait que le moral en berne des consommateurs a eu plus d'effet que l'augmentation du CPI. On ne comprend pas tout, mais ce n'est pas grave. Donc, l'idée, c'est que les actifs risqués ne sont plus du tout au goût du jour. Le Nasdaq baisse fortement et puis les cryptos avec, parce que tout ça c'est du risque et du risque on n'en veut plus. On préfère le taux 10 ans ou le taux 2 ans qui eux par contre montent bien et qui sont un peu plus sécures. Ça c'est la vue globale des choses, l'explication pour ce genre de mouvement. On fait un tout petit tour sur Coinalyse. On a juste, je m'étais passé en une minute, j'essaie de comprendre par rapport à cette augmentée au niveau des open interest. C'est pas très bullish ce qu'on est en train de voir. En réalité, toute cette chute a été rachetée potentiellement sur des dérivés, puisqu'on a un fort accroissement au niveau des open interest, et on a le CVD qui chute, ni plus ni moins, et je suis actuellement en 1 heure. Donc très probablement qu'on irait, et je reste en fait dans ce scénario, qu'on irait taper beaucoup plus bas pour aller chercher ces poches de liquidité. Elles sont pas si loin, en dessous des 28 000 $, vous en avez un paquet. Clairement, pour moi ce serait ici, déjà si on arrive à se garer là-dedans, vous prenez tous ces lots-là, à mon avis vous en avez un paquet. Ici c'est des grosses poches de liquidité, on peut le zoomer, alors jusqu'en bas bien sûr, sans aucun problème, jusqu'au 25 300, mais je ne pense pas qu'on aille si bas que ça. Pour le coup, on attendra bien sûr potentiellement des petites structures, on n'est pas obligé de se mettre en daily, en weekly, mais on pourrait potentiellement voir des trucs un peu comme ça, un range posé, et là en fait on aura vraiment une psychologie extrêmement baissière. Parce qu'au moment où on va perdre en réalité ce range et qu'on commence à aller là-dedans, ce sera pour une grande majorité d'entre nous le signal pour aller voir les 20 000 $ ou les 15 000 $. Ensuite, la courbe de Bitcoin, là, la part de Slashcoin, très intéressante là aussi. On a une jolie traîne, vous voyez, sur le Bitcoin avec une touche ici qu'on vient tester. En fait, on la casse, on vient tester en tant que résistance. Et vous voyez, on fait une, deux et une troisième ici. Après, on revient tester, pareil, une, deux. Et là, on est en train de revenir la tester ici. Alors, c'est pas ultra propre au niveau de ce traîne. Je l'ai mis, voilà, je l'ai RT, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est le RSI mensuel. Vous voyez, qui est juste là. On a une touche ici, une deuxième touche là. Et là, on peut avoir une troisième touche ici. Après, moi, ce que je regarde au niveau du RSI mensuel, rappelez-vous que je l'avais parlé. En gros, le RSI de moins en moins. Il va moins en moins fluctuer au niveau de la hausse et au niveau de la baisse. Il va être moins volatile parce que le marché est aussi moins volatile au fur et à mesure des bull runs et des bear market ou des saisons. Et du coup, vous voyez, là, on avait un top, on ne voit pas forcément, mais le top qui était ici était plus haut que celui-là et plus haut que celui-là. Donc, on a des points bas de plus en plus bas. Et là, pareil, au niveau de la baisse, vous voyez, on a des points bas ici qui sont un peu plus hauts. Donc là, on peut avoir un point bas au niveau du RSI mensuel. Par ici, là où on est, c'est pas du tout déconnant. Si vous ne connaissez pas encore ce site, c'est assez sympa à regarder. Donc vous avez plein d'indicateurs qui sont disponibles. En dessous, vous avez tout le détail pour savoir exactement comment est calculé l'indicateur, comment l'utiliser. Bon, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Donc là, le premier, c'est celui-ci. Donc en gros, pour simplifier, vous avez deux courbes, une courbe verte, une courbe rouge.
Là, on va faire l'explication très simplement, en fait, sans rentrer dans le détail de comment a été calculée la courbe verte, la courbe rouge, ni non plus ce qu'elle représente. Mais en fait, simplement, on voit que dès qu'on passe sous la courbe verte, on est sur des superbes zones d'achat pour du long terme. Donc après, je vais zoomer pour que ce soit un peu plus visible. Et à l'inverse, on voit que dès qu'on dépasse la courbe rouge, ou en tout cas dès qu'on s'en approche, on est potentiellement dans des zones de correction, donc c'est un moment où vous devez vendre quand on approche la courbe rouge. Donc la première fois qu'on est passé sous la courbe verte, c'était en octobre 2011, on est resté quelques mois dessous. On voit que ça a été un bottom temporaire, et ensuite on est parti à la hausse. On a fait le bull run de 2013, on a dépassé la courbe rouge, on a corrigé. On est venu se placer sous la courbe verte pendant quelques mois, et on le voit très bien, ça a été le bottom de cette période. Donc ensuite on a fait le bull run de 2017, on a dépassé la courbe rouge, une nouvelle fois on a corrigé fortement, on est passé sous la courbe verte, et une nouvelle fois on a trouvé un bottom. Ok, c'est assez visuel, on va zoomer un petit peu. Une fois qu'on est passé sous la courbe verte, on a trouvé notre bottom, on n'est jamais revenu aussi bas. Donc voilà, ça vous présente simplement l'indicateur, ça vous montre que dès qu'on est sous cette courbe verte, sous cette moyenne mobile, vous avez une zone d'achat, vous avez une zone de rechargement, et même si on n'est pas encore au bottom, vous ne pourrez jamais choper le point le plus bas de toute façon. Donc c'est quasiment une zone obligatoire dans laquelle vous devez commencer à recharger. Ok, on se souvient tous du bottom de mars 2020, on se souvient tous de cette grosse capitulation. Ok, on avait des super opportunités d'achat long terme, il y a énormément de monde qui se dit ah, si seulement j'avais pu arriver en mars 2020, acheter du bitcoin à 4-5 000, acheter de l'Ether à 90$. Et pourtant, on n'était pas très loin de la courbe verte, à peu près aussi éloigné qu'on en est aujourd'hui. Donc finalement, si on s'en tient à cet indicateur-là, acheter du bitcoin aujourd'hui entre 25 et 30 000, c'est une superbe opportunité d'achat pour du long terme. Toujours les mêmes patterns psychologiques à mon avis, donc de ces gens qui sont complètement aujourd'hui persuadés que la baisse est inévitable, on ne peut pas faire autrement, le mécanisme est enclenché, la Fed ne va faire que jeter de l'huile sur le feu, bref, il nous faut de l'argent, il nous faut des dollars, donc il faut vendre tout ce qui baisse parce que ça baissera encore, etc. Donc ce sont les mêmes mécanismes, encore une fois, que les tendances haussières, hein, c'est-à-dire les frénésies acheteuses font monter les prix, les supplies diminuent, donc ça alimente la hausse de prix, etc. Donc, est-ce que réellement on est donc en train de faire ce changement de paradigme, c'est-à-dire passer de marché haussier à marché baissier? On l'a vu, c'est possible, mais c'est peu probable. Donc, c'est ce que je voulais vous rappeler encore une fois. Il faut jouer les probabilités. Il faut arrêter en fait de jouer le scénario inverse, enfin la construction inverse de vos stratégies. C'est-à-dire, la plupart d'entre vous, ce que vous faites, c'est que vous regardez les mouvements de prix et vous cherchez à les rationaliser. C'est-à-dire, vous cherchez à expliquer ce que vous voyez. Et souvent, ce que vous voyez est assorti à des émotions. Ce qui fait que ce que vous allez chercher, c'est très fortement teinté. Vous allez chercher des bonnes raisons d'expliquer que le marché baisse ou monte, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'impression qu'il monte, qu'il baisse. Et il faut avoir une rationalité, d'accord ? Le marché, la principale chose qu'il fait, c'est qu'il oscille la plupart du temps, et que c'est surtout une affaire de time frame. En fait, un marché qui monte, la bonne question qu'il faudrait vous poser, c'est il monte sur quel time frame ? Ok, enfin, je schématise un peu parce que c'est résumé un peu de ce que les gens ressentent, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne dit pas d'un marché qui monte ou qui baisse, d'accord ? La plupart du temps, un marché, il monte et il baisse, mais il le fait sur différents time frames. Donc, il faut juste faire attention. De quel time frame on parle ? Quand je vois des gens, donc là, m'argumenter des narratifs baissiers, donc la récession, la destruction de crédit, etc. Bon, c'est possible, encore une fois, ce sont les mêmes qui racontent ça depuis 20 ans, et Dieu sait qu'ils m'ont fait beaucoup de mal à moi quand j'ai écouté leur narratif il y a de ça 7 ou 8 ans aujourd'hui. Bref, donc très très dangereux, encore une fois, ces gens qui vendent la fin du monde depuis longtemps. Ils auront peut-être raison un jour, mais en attendant, aujourd'hui, si vous vous laissez imprégner par ces narratifs, c'est très dangereux parce que ce qu'ils arrivent à vous faire, c'est qu'ils arrivent à vous renverser le cerveau au point où vous regardez un graphique qui baisse, vous avez des arguments baissiers et vous arrivez à vous convaincre que comme ces gars-là vous disent que ça va baisser plus, du coup vous arrivez à transposer ça en stratégie de trading sans jamais avoir fait une gestion du risque. Ether en ce moment corrige plus que Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tout simplement, donc Bitcoin qui a fait moins 5% à la louche et Ether qui depuis les 2 derniers jours, donc la journée d'hier et celle qu'on a entamée aujourd'hui, a fait moins 14%, hein, donc c'est énorme. Pourquoi on a ça ? Tout simplement parce que Ether, alors je sais pas si on va le trouver peut-être dans des articles no longer. Donc bon ça, oui, non. Bon, en gros,
Non, on l'a pas dans les articles, mais je vais vous expliquer un petit peu précisément ce qui s'est passé. En gros, vous pouvez stacker de l'Ether sur le protocole, sur Lido, c'est-à-dire Lido, vous échangez votre Ether contre du stacked Ether. Donc du coup, on vous crée le smart contract, vous créez un stacked Ether, et théoriquement, tout ça est backé, c'est-à-dire que en face d'un Ether stacké, vous avez toujours un vrai Ether, et c'est le cas. C'est pas du tout un système comme Luna par exemple, où on n'a pas en face de votre stablecoin un vrai dollar qui attend. Là, en l'occurrence, il y a un vrai Ether qui attend. Le problème qu'on a eu, c'est que tout simplement, il y a eu une assez forte sortie du protocole, notamment de Curve, qui est un protocole, un pool de liquidité, et également, je crois que c'est Celsius également, sur lequel il y a eu des très grosses sorties. Et en gros, il y a eu un depeg, donc c'est-à-dire une décorrélation du prix entre le stacked Ether et l'Ether normal. C'est-à-dire que actuellement, vous êtes à 0,95, il n'y a pas de ratio de 1 pour 1. Et les market makers, là, normalement, devraient faire leur boulot, c'est-à-dire tout simplement acheter du stack Ether puisqu'il est moins cher, attendre que ça repasse à 1, et là, le revendre, et petit à petit, en fait, l'arbitrage se fait comme ça, et vous gagnez de l'argent tout simplement en faisant des micro-transactions assez rapides. Et là, ils font pas vraiment leur boulot, tout simplement parce que la sortie est trop importante, c'est-à-dire que beaucoup de gens sortent leur argent de Ether et de la DeFi, et tout ça rajoute un petit peu au FUD, c'est-à-dire que le depeg ne se fait pas bien. Alors évidemment, on va commencer en parlant de cette fameuse inflation aux États-Unis qui vient donc de sortir. On parle de l'inflation du mois de mai et nous avons donc 8,6% d'inflation sur ce mois de mai aux États-Unis. C'est un record absolu depuis près de 40 ans aux États-Unis. La dernière fois, c'était tout simplement dans les années 80. Voilà, il suffit de faire 2020 à peu près, 2022, moins 40 et on tombe sur cette valeur-là où on avait atteint, vous le voyez ici à l'écran, 14% de hausse. Je vais prendre mon petit trait rouge, sinon ça va faire le décalage avec la souris, ça va être chiant. Donc regardez, 14% d'inflation dans les années 80. Ici, nous sommes en pleine ascension depuis fin 2021 à peu près. Nous venons d'attendre donc de 8,6% d'inflation sur le mois de mai. Si on enlève le food et l'énergie, on tombe à juste 6%, ce qui est déjà pas mal, hein, je dis juste, mais c'est quand même 6% d'inflation sur les prix. Ici, vous avez un petit détail des choses classées par différents aliments ou différentes matières premières ou services. Là par exemple vous avez les compagnies aériennes donc qui ont beaucoup augmenté, plus 12% d'inflation, l'essence plus 16%, évidemment les matières premières là c'est les choses qui prennent le plus cher. Vous voyez ici gasoline plus 4%, et voilà, donc vous avez un petit détail. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire plus en profondeur ce détail, mais là on va nous parler un peu plus de ce que ça va impacter donc sur les marchés, parce qu'évidemment c'est ce qui nous intéresse le plus, hormis le fait que forcément ça va aussi se faire ressentir dans notre mode de vie, mode de consommation. Certes il y a l'inflation aux États-Unis, mais ça va se répercuter de grandes chances aussi en Europe, parce que bon, la plupart des personnes qui m'écoutent, je pense que vous êtes en France, donc en France aussi on a de l'inflation qui commence à monter de plus en plus, donc c'est clairement pas une bonne nouvelle pour nous. Alors regardons au niveau chart maintenant. Le SP500 nous fait une grosse chute dans le courant de la journée. On n'est pas étonné, bien évidemment. Le dollar retourne, comme tu peux le voir, vers ses sommets. Donc la petite chute de son index, finalement, n'a pas été très longue. Il a repris son envol, ce qui n'est pas forcément étonnant dans la période actuelle où les taux ont prévu de remonter régulièrement. Il pourrait évidemment baisser quand les derniers taux seront annoncés. Et donc là, on pourrait voir des investissements massifs, mais évidemment dans des contrats non risqués. Et en parlant de partenariat, on a également Mattel qui s'est associé à Onchain Studio pour lancer ses futurs NFT. A savoir que Onchain Studio est un projet crypto qui se décrit comme un studio NFT qui se donne pour mission de responsabiliser, éduquer et divertir la prochaine génération de collectionneurs de NFT. Et donc cette société signe un partenariat avec le géant du jouet qui va désormais développer une plateforme qui se nommera Cryptoys sur la blockchain Flow. Et sur cette plateforme, les détenteurs des futurs NFT qui représenteront pour commencer des animaux pourront venir jouer et également ajouter des accessoires à leurs animaux virtuels de la même manière que sur des Barbies par exemple. A savoir que la plateforme Cryptoys sera lancée avec des personnages originaux cet été et Mattel publiera ses NFT peu de temps après. Et donc désormais, en plus de Barbie, Hot Wheels, Uno et d'autres jouets mythiques, la société va proposer des jouets au format NFT et peut-être qu'un jour vos enfants recevront des jouets au format NFT sous le sapin à Noël.
Donc le premier axe de la vidéo va se concentrer justement sur les conséquences d'un changement du Proof of Work au Proof of Stake. Puisqu'il faut bien comprendre que lorsque le consensus de validation est Proof of Work, il va y avoir les récompenses de blocs qui vont être distribuées à des mineurs, donc des personnes qui vont miner des crypto-monnaies pour Ethereum avec des cartes graphiques. Alors que lorsqu'on est en Proof of Stake, certes, il va toujours y avoir des ordinateurs qui vont comme ça valider les transactions, mais ce qui va être le plus important, ça va être de staker des Ethereum, donc la crypto-monnaie de la blockchain, pour pouvoir comme ça valider le plus de transactions et donc obtenir le plus de récompenses de blocs. Récompenses de blocs, mais pas que, il y a également les frais de transaction. Si vous avez déjà utilisé la blockchain Ethereum, vous savez que les frais de transaction peuvent être relativement élevés et une partie de ces frais de transaction, on va voir un petit peu plus en profondeur lorsqu'on va parler de l'EIP 1559, mais potentiellement, il y a une partie de ces frais de transaction qui sont distribués aux mineurs et donc, après le changement de consensus, vont être distribués aux personnes qui stakent des Ethereum. Et en fait, ce changement de consensus va avoir des répercussions. Je vous ai noté pour moi les 3 répercussions qui vont être les plus importantes, qui vont impacter le plus le prix du jeton Ether. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en Proof of Work et les personnes qui sécurisent le réseau, donc en faisant tourner des cartes graphiques, ils ont des coûts fixes à couvrir, notamment l'électricité, l'entretien des machines et voilà, potentiellement remplacer les machines au bout de quelques années, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que ces mineurs ont l'obligation de vendre des jetons pour pouvoir couvrir ces frais fixes. Alors que lorsque nous allons passer en Proof of Stake, ces frais fixes vont être très limités. Donc lorsqu'il y aura le passage au Proof of Stake, il n'y aura pas l'obligation, on va dire, au moins une obligation partielle de vendre des tokens, donc mettre en place une pression vendeuse pour couvrir des frais fixes. Et ensuite, deuxième point, ça rebondit un petit peu sur le premier, c'est qu'en haut, je vous ai mis tout le monde peut être mineur. Alors, ce que j'entends par là, c'est que pour être mineur de crypto-monnaie, il vous suffit simplement de cartes graphiques. Vous n'avez pas besoin d'être investi dans le monde des crypto-monnaies et il y a des entreprises de minage qui ont pour but simplement la profitabilité. C'est-à-dire qu'ils vont miner des crypto-monnaies, directement les vendre pour engranger comme ça du profit. Alors que pour le Proof of Stake, du coup, pour récupérer ces récompenses de blocs et ces frais de transaction, vous avez l'obligation d'être un holder. Ensuite, rapidement, au niveau des news, je vais me dépêcher. Mastercard qui embarque son infrastructure de paiement dans le Web 3.0 et les NFT. Là aussi, Mastercard assez chaud, ça me fait penser un peu à PayPal. Voilà, il continue à se développer là-dedans. Mastercard, on a aussi Visa qui suit. Donc, voilà, des gros du secteur, ça fait plaisir. Moi, ce que j'attends de voir aussi, c'est les banques après. On a quelques banques au niveau des États-Unis qui commencent à suivre, etc. JP Morgan, il me semble qu'il y a Goldman Sachs, si je ne me trompe pas, et peut-être d'autres qui suivent un peu dans les cryptos, qui s'investissent par-ci par-là avec d'autres plateformes d'échange comme FTX. Mais les banques françaises, c'est pas encore le cas. J'ai pas vu encore un crédit agricole, crédit mutuel, caisse d'épargne, tout ça, à vouloir s'investir dans les NFT, dans les cryptos. Mais je pense que de toute façon, ça viendra avec le temps. Web3 par-ci, Web3 par-là, on entend ce mot de partout désormais, mais on dirait que ce terme est à Internet ce que le sac de Mary Poppins est au rangement. Un gros fourre-tout. C'est le nouveau mot à la mode qui a envahi les réseaux sociaux autant que les entreprises. Mais qu'est-ce que c'est exactement le Web3 ? J'avais envie de vous faire un petit condensé simplifié et en images pour vous aider à y voir plus clair, surtout si vous venez de débarquer dans la cryptosphère et que vous avez l'impression d'être arrivé sur une autre planète avec des gens qui parlent bizarrement. Explication donc de ce Web3 sans prise de tête. Et on continue sur une autre mise à jour avec le producteur Seth Green qui a finalement récupéré son Bored Ape. En effet, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le producteur avait perdu 4 NFT dans une attaque de phishing, et un de ces NFT était censé apparaître dans une série qu'il était en train de finaliser, et en théorie, avec la perte de ce NFT, il n'avait plus le droit de diffuser la série. Et donc finalement, il est rentré en contact avec la personne qui a racheté ce NFT au hacker, et il est parvenu à lui racheter pour 297 000 $, alors qu'il l'avait initialement acheté pour 200 000 $. Bref, il a payé 100 000 $ de plus pour récupérer son Bored Ape, mais désormais il va pouvoir continuer à avancer sur sa série nommée White Horse Tavern, et on peut dire que ça lui aura au moins fait une bonne publicité. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? On a vu que toutes les catégories de crypto ne se valent pas et qu'une partie non négligeable du marché crypto ressemble surtout à un gigantesque casino virtuel, ce qui a tendance à brouiller les pistes
pour les nouveaux arrivants. J'espère que cette vidéo pourra apporter à certains une nouvelle perspective sur ces 4 types de crypto qui sont extrêmement populaires, mais qui en fait s'éloignent beaucoup de l'idée initiale de ce qu'est une crypto-monnaie et qui donc selon moi ne sont pas des bonnes façons d'investir notre argent en crypto. Alors au vu de tout ça, dans quoi est-ce que j'investis personnellement ? Comme vous le savez, je veux investir dans la ou les technologies qui ont le plus de chances de changer le monde pour le rendre meilleur. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez dû constater que je me rapprochais de plus en plus de Bitcoin au détriment du reste du marché crypto. Aujourd'hui, plus de la moitié de mon portefeuille crypto est en Bitcoin et je continue à acheter surtout du Bitcoin parce que je pense que c'est le meilleur investissement long terme. Pourquoi est-ce que je pense que c'est le meilleur investissement long terme ? Parce que je pense que c'est Bitcoin qui nous permet de nous diriger vers la révolution la plus importante, la révolution de ce qu'est l'argent. Et donc du coup vous avez pas mal de move to earn qui se présentent comme des alternatives crédibles à ce move to earn STEPN, parmi eux notamment StepUp qui est l'un des principaux concurrents potentiels à STEPN et dont je vous avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est le move to earn qui a la plus grosse communauté en tout cas, donc qui pourrait vraiment être le principal concurrent à STEPN dans un avenir proche avec plus de 209 000 followers sur Twitter. Et au final, même si je vous avais parlé du projet en 3 semaines, et il s'est pas passé énormément de choses, mais il y a quand même pas mal de choses à dire et à analyser. Donc on va le faire ensemble les gars, on va lister un petit peu les points négatifs, les points qui me dérangent et les points positifs sur StepUp. On va commencer par les points négatifs, par les mauvaises nouvelles, avant de parler plutôt des bonnes nouvelles. Et dans les mauvaises nouvelles, en fait, je vais commencer tout simplement par leur site. Et même s'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, en tout cas, c'est ce qu'on dit, moi personnellement, je le trouve vraiment vilain. En fait, j'ai l'impression que le site de StepUp a été fait vraiment à l'arrache. Et c'est tout con, mais pour préparer cette vidéo, j'ai voulu aller vérifier leurs news sur leur Discord. Figurez-vous que tout en bas, vous avez du coup un lien avec leurs réseaux sociaux et que l'invitation Discord ne marche même plus, les gars. Alors, c'est sûrement un oubli, ça peut paraître con, mais je trouve ça tellement pas sérieux. Enfin, moi personnellement, ça me refroidit un petit peu, on va dire. Et c'est globalement l'impression que me laisse StepUp, en fait. C'est que c'est l'impression que et qu'ils ont voulu vraiment suivre la mode STEPN et se lancer dans les move to earn, qu'ils ont voulu faire un truc assez propre, mais surtout qu'ils ont voulu faire un truc rapidement pour pas que la hype s'essouffle. Il y a 3 jours est sorti Walken, un nouveau move to earn qui vient concurrencer STEPN et qui est d'ailleurs aussi sur la blockchain Solana. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe du projet dans les grandes lignes et ne vous inquiétez pas, si vous êtes déjà sur STEPN, eh bien ce projet risque quand même de vous intéresser puisque les deux peuvent fonctionner ensemble. Les deux sont complémentaires et on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Alors Walken, application téléchargeable gratuitement sur iOS et sur Android, je vous mets les liens dans la description. Et première différence avec STEPN, c'est que ici on ne va pas acheter des chaussures NFT, mais on va acheter des chats NFT, ce qu'ils appellent des catlets, donc des chats athlètes avec le petit jeu de mots en anglais. Et autre différence majeure avec STEPN, c'est que ici le jeu est d'ores et déjà free to play. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre la main à la poche pour acheter un premier chat, puisque quand vous créez votre compte, eh bien un chat gratuit non NFT vous est offert. Ce qui est d'ailleurs mon cas, ça fait 3 jours que je joue gratuitement avec mon petit chat qu'on voit ici. Et donc chaque chat a 3 caractéristiques différentes. Donc il y a la force, l'endurance et la vitesse. Et quand vous allez marcher, vous allez récolter des gemmes, donc qu'on peut voir juste ici. Là, on peut voir qu'aujourd'hui, j'ai gagné 7,157 gemmes puisque j'ai fait 7158 pas et que 1000 pas égale une gemme. Alors le nombre de gemmes que vous gagnez ne dépend pas des caractéristiques de votre chat. Ici, la force, l'endurance et la vitesse n'ont vraiment aucun impact. Ça va juste dépendre du nombre de pas que vous allez faire dans la journée. Sachant que si vous faites 10 000 pas, que vous arrivez à remplir l'objectif de 10 000 pas par jour, eh bien vous gagnez des gemmes supplémentaires. Mais notez bien que ces gemmes ne sont pas des tokens, ce n'est pas une crypto-monnaie. On peut voir ici dans mon compte à gemmes que j'en ai 9,427, mais je ne peux pas les revendre et je ne peux pas non plus en acheter. Mais alors à quoi servent ces gemmes ? Eh bien elles vont servir tout simplement à améliorer les statistiques de mon chat. Mais si les statistiques n'ont aucun impact sur le gain de gemmes, eh bien à quoi elles servent ? Eh bien elles vont servir à entrer en compétition avec d'autres joueurs pour gagner des Walken, qui est la crypto-monnaie du jeu. Alors, ce zap t'a plu ?
Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.